la commission obédientielle des droits de l'homme et du citoyen de la Grande Loge de France. Et elle a la charge de raviver la mémoire trop souvent défaillante de celles ou ceux dont l'oubli est la principale évasion. Aucun édifice ne peut perdurer si on ne prend soin de ses fondations. Occulter ses racines, c'est aller irrémédiablement au-devant de sa propre destruction. Ceci est valable pour tout être humain, mais aussi pour toutes les institutions qui se réclament de la tradition. Le thème principal de notre journée sera l'anniversaire de la promulgation des lois racistes de Vichy. J'ai encore quelques petits problèmes avec le micro, je vous prie de m'en excuser. Lors des années 40, 41 et 42, et qui eurent pour conséquence l'assassinat de plus de 80 000 personnes. Arnaud Klarsfeld est parmi nous et répondra aux questions posées par Patrick Bloch, président de la commission obédientielle Le Monde qui nous entoure. Mais avant de les écouter, nous aurons quelques témoignages. La Grande Loge de France présente une particularité, c'est qu'elle a comme force vitale la liberté, en particulier la liberté de conscience. C'est ça qui nous réunit. Et ce, depuis son origine. Lorsque, au début du XVIIIe siècle, ceux qui ont fondé cette obédience se sont levés. Ils se sont levés contre tous les despotismes et contre tous les interdits qui empêchaient les uns et les autres d'exercer leur liberté en général et plus particulièrement leur liberté de conscience. Aujourd'hui, nous en sommes les descendants, les héritiers, les responsables du message qu'ils nous ont transmis. Il nous appartient à notre tour d'être les tenants de cette liberté de conscience. Et donc, de tous les crimes qui, de près ou de loin, voudraient toucher à la liberté de conscience ou à la liberté d'appartenance. C'est dire que la Grande Loge de France, le rite écossais ancien et accepté que nous pratiquons ici, sont un écrin magnifique pour permettre le dialogue de toutes les religions, de toutes les origines, de toutes les pensées, de toutes les libertés. Eh bien, aujourd'hui, réunis autour de cette commission de la Grande Loge de France, c'est cette liberté-là que vous exercez avec nous. Et c'est cette liberté-là dont nous sommes particulièrement fiers, tous autant que nous sommes, pour nous-mêmes, frères de la Grande Loge, mais également pour tous ceux à qui nous permettons de s'exprimer sous nos murs et sous notre égide, de manière à ce qu'ils disent ici ce qu'ils ont à dire quand ils n'ont pas la possibilité de le dire ailleurs. Alors pour la France, français de Vichy, il y a une loi qui a été décidée en 1942, c'est l'ordonnance 744 du 6 août 1942, qui fait entrer dans le code pénal la pénalisation des relations homosexuelles, qui fait rentrer dans le code pénal l'idée que l'homosexualité, on revient en arrière par rapport à 1791, puisqu'on fait rentrer dans le code pénal que l'homosexualité est un crime contre nature. Et donc, un peu comme sous l'Ancien Régime, donc où la sodomie était crime contre nature. Et donc, on reprend un peu cette idée-là et on fait rentrer ça dans le code pénal, dans les pays et dans la France occupée, et on va poursuivre au titre de cet article les homosexuels. Donc, mais il faut quand même dire que Vichy n'a jamais demandé la déportation des homosexuels. Il les poursuit, il les enferme. Certains partent en camp de concentration, mais la plupart du temps, ceux qui partent sous une autre étiquette, parce qu'on les arrête en tant que résistants, politiques, etc. Voilà. Mais il y a quand même des déportés. Alors là, sur Vichy, je vous citerai simplement un bilan que la Fondation pour la mémoire de la déportation a essayé de faire à partir de 2000. Donc là, en 2012, on estime, la Fondation pour la mémoire de la déportation a retrouvé 10 Français arrêtés en France pour motif d'homosexualité, estampillés déportés politiques à leur arrivée et déportés en Allemagne nazie. Il en restera 2 survivants.
D'autres condamnés pour le même motif sont internés dans des centres autres que les camps de concentration, des centres. Par exemple, on a retrouvé, nous, la trace, alors j'en ai pas trop parlé parce que j'ai pas le temps, mais on aurait parlé de la déportation lesbienne. On a retrouvé des traces d'un couple de lesbiennes qui étaient internées au camp de Gurs parce qu'elles étaient homosexuelles. Voilà. Donc, il y a comme ça des internements autres que les camps de concentration pour Vichy. Alors, en quoi les Arméniens sont concernés par Vichy? Parce qu'ils n'étaient pas poursuivis. On ne les connaissait pas, donc on pouvait les laisser vivre en paix. Eh bien, c'était d'abord parce que Missak et Méline Manouchian, les héros de l'affiche rouge, étaient tous les deux orphelins du génocide, à un moment où les Turcs étaient encadrés par l'armée allemande. Et quand ils ont vu, apatrides, réfugiés en France tous les deux, quand ils ont vu l'armée allemande intervenir à nouveau dans Paris, ils ont estimé que c'était leur devoir et leur solidarité. Un grand mot, la solidarité, de se battre pour la libération de tous ceux qui risquaient d'être opprimés par cette armée allemande. Alors chaque année, nous avons une commémoration pour Missak Manouchian et son épouse. Je dois dire que la première fois qu'on avait proposé à la communauté juive de faire une commémoration commune, Missak Manouchian et les 23 fusillés l'ont été 21 février 1944. Hélas, le grand rabbin de l'époque m'a dit, c'était pas des juifs, c'est 10 du groupe Manouchian, qui était de confession juive. Il m'avait dit, c'est pas des juifs, ce sont des communistes. Alors les Arméniens ont poursuivi la célébration de Missak Manouchian jusqu'à ce que je rencontre, très heureusement, Haïm Korsia, le grand rabbin, qui a tout de suite compris que c'était une célébration commune qu'on se devait de faire. Et depuis, nous célébrons chaque février, 21 février 1944, eh bien, les 23 fusillés du groupe Manouchian, parmi lesquels 10 étaient de confession juive. Une solidarité, encore une fois. Si nous ne prenons pas, nous maçons et maçonnes, la décision de nous battre à armes égales la parole, ou de donner ou de demander à nos gouvernants de se battre à armes égales par la force s'il le faut, si nous ne prenons pas ces décisions, après les Juifs, après les chrétiens d'Orient qui se font massacrer tous les jours, après tous les membres de la communauté musulmane qui tous les jours sont massacrés dans le monde entier par ces terroristes et ces assassins, si nous ne le faisons pas, un jour viendra où nous-mêmes, maçons, seront susceptibles d'être les victimes de ces assassins. Et nous devons, nous, maçons, défendre notre liberté d'expression, défendre nos valeurs républicaines et défendre la fraternité et cet esprit que nous avons au-dessus de nous dans le triangle. Nous devons cesser et demander à ce que nos gouvernants cessent de se prosterner servilement devant leurs futurs assassins islamistes. Et nous devons dire haut et fort que nul n'est à l'abri, juif, chrétien, musulman, d'être un jour le juif d'un islamiste. Cet après-midi, on est réunis pour la cérémonie du devoir de mémoire. Mais est-ce que pour honorer la mémoire de nos parents, il faut faire appel à un devoir? Faut-il une obligation? Ou est-ce que cela ne devrait pas être naturel, inscrit dans notre ADN, car pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas vécu directement ces événements? Que faire pour l'avenir? Tout réside-t-il dans l'éducation? En ce moment, je suis en train de m'intéresser
au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire à la catastrophe qui était celle de la destruction du temple. Et aujourd'hui, 2000 ans après, les Juifs commémorent toujours la destruction du temple, où selon Flavius Joseph, qui était l'historien à l'époque, il y a eu 1 million de morts, même si sans doute il y en a eu moins. Mais c'était une catastrophe qui a bouleversé totalement le judaïsme. Eh bien, la Shoah a été une catastrophe qui a bouleversé totalement les Juifs de par le monde, parce que 2/3 des Juifs d'Europe ont été annihilés dans des conditions qui sont des conditions que vous connaissez, qui sont des conditions atroces. Ils ont été tués devant des fosses communes, tués à coups de bâton, à coups de gourdin, affamés, assassinés devant des pelotons d'exécution ou gazés dans des chambres à gaz, et 1,5 million d'enfants ont été tués aussi, exterminés aussi devant les fosses communes ou dans les chambres à gaz où ils rentraient avec leur maman et leur famille, et où ils ont péri. Donc c'est une catastrophe qui était une catastrophe terrible. Et en janvier 1942, quand à Heydrich, après l'entrée en guerre 6 mois avant de l'Allemagne nazie contre l'Union soviétique, a décidé de la solution finale sur l'ensemble du continent européen. Eh bien, à Wannsee, Eichmann, qui tenait le compte rendu, a listé tous les pays où devait avoir lieu la solution finale, et aux pays comme la France, l'Allemagne, la Hongrie, la Roumanie, était ajouté aussi l'Angleterre, l'Irlande du Nord, la Suisse, et même la Turquie, où il y avait 55 000 Juifs. C'est-à-dire que si l'Allemagne nazie avait gagné la guerre, eh bien, toute la population juive aurait été annihilée. Donc, il est normal et il est légitime et c'est ce que mon père a essayé de faire, c'est-à-dire d'individualiser les victimes. Les nazis voulaient, Himmler disait que ce serait une page de gloire qui ne serait jamais écrite, ça devait rester dans un sens secret. Et les victimes on leur donnait un numéro, on leur enlevait leur nom. Et mon père a compris, sans doute avant les autres, qu'il fallait individualiser les victimes et que ce n'était pas simplement des statistiques, mais que chaque personne était une personne irremplaçable. Je me rappelle, au lycée, j'avais eu une dissertation avec une citation de Gide où on disait « Chacun de nous est le plus irremplaçable des êtres ». Eh bien, c'est la même chose pour les Juifs qui ont vécu et qui ont péri pendant la Shoah. Chacun était irremplaçable et chacun aurait pu potentiellement devenir musicien, prix Nobel ou je ne sais quoi, en tous les cas vivre. Et donc il s'est efforcé de restituer leur identité pour la France, en tous les cas. Il l'a fait aussi pour d'autres pays, la Belgique, il a retrouvé les noms de Hongrie, mais de rendre leur mémoire aux 80 000 Juifs qui avaient été déportés de France. Et auparavant, on ne savait même pas combien de Juifs avaient été déportés de France. Certains parlaient de 100 000, certains parlaient de 80 000, mais même ni l'État français, qui était pourtant responsable, en partie, puisque 3/4 des Juifs avaient été arrêtés par des uniformes français, ni même la communauté juive, n'avait pris le soin de dresser la liste des déportés. Et c'est ce que mon père a fait dans le mémorial de la déportation des Juifs de France, avant le procès de Cologne, où il s'était agi de juger les criminels nazis ayant opéré en France qui vivaient librement en Allemagne. Eh bien, il a fait la liste des Juifs qui ont été tués et qui ont été déportés. Et maintenant, il y a des murs, des noms un peu partout. Il y a aussi sur les écoles des plaques rappelant la mémoire de ces victimes. Et c'est très important de commémorer pour les sortir du trou noir de l'histoire où voulaient les plonger les nazis, pour les restituer à la lumière du jour. C'est un devoir
qui doit être entretenu par ceux qui ont eu la chance de survivre. Mon père, quand il était à Auschwitz, quand il avait en 1965-66, quand j'allais naître, il a compris que en fait son sort devait finir sur cette rampe de Birkenau où mon grand-père Arnaud est arrivé en 1943 et où il est mort puisqu'il est arrivé, il était grand, il était fort, il était digne. Et un capot l'a frappé, il a assommé le capot, il a été envoyé dans les mines de Fürstengrüm, où il a tenu 6 mois, alors que normalement on mourait au bout de 6 semaines. Eh bien, mon père a compris que son sort devait s'arrêter là, et il a voulu s'engager pour à la fois faire juger les criminels, c'était une œuvre de justice, et aussi restituer la mémoire aux victimes. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui, et je trouve que c'est quelque chose qui est légitime. Alors, combien de temps ça va durer? C'est difficile de savoir, on ne sait pas en histoire, mais en tous les cas, c'est un devoir, et je trouve que les jeunes générations s'intéressent de plus en plus au sort et à l'histoire de leur famille. Donc je crois que, en tous les cas pour le judaïsme, qui est une religion qui commémore et qui s'intéresse à ses aïeux, je crois que ça durera, oui. Si mémoire aujourd'hui, une pensée, une prière à toutes les victimes de la barbarie, 70 000 personnes de Drancy déportées. C'est une ville, pour moi, il n'y a rien d'hasard. Nous, les croyants, la famille monothéiste, on croit que le destin, le maktoub, il ne m'a pas ramené à Drancy pour rien. J'ai senti quand même il y a une responsabilité. J'étais à Yad Vashem avec des jeunes en Israël. J'ai ramené des jeunes aussi à Auschwitz. J'ai vu une partie de train à Auschwitz. Elle vient de Drancy. Je vois le nom de Drancy partout. Et ça, c'était fort pour les jeunes de comprendre, de voir eux-mêmes. J'ai vu beaucoup de rescapés. On était aussi à New York, au musée de la Shoah de New York, de Los Angeles. C'était un peu partout. Et cette journée, mes chères sœurs et frères, ils me pensaient à toutes ces victimes. Ils me pensaient aussi à toutes les victimes de la barbarie islamiste, aussi, aujourd'hui. On pense à eux. On pense aussi, surtout pour moi, à Samuel Paty. Je pense aujourd'hui à tous les forces de l'ordre, nos policiers, nos gendarmes, nos armées, qui résistent, qui sont morts pour nous défendre. Moi, je connais un de la service de la protection, il est mort dans la barbarie de 7 janvier 2015 par les balles des frères Kouachi, qui étaient dans le service de la protection. Ils risquent leur vie pour nous protéger, pour protéger notre liberté. Et pourquoi, mon ami, quand je ramène des jeunes, chaque année, le dernier voyage, je suis parti en Israël, j'ai ramené une 40aine de jeunes. Parmi eux, c'est des jeunes de Molenbeek. Après l'attentat de Bataclan, c'est des extrémistes qui sont venus de Belgique, de France aussi. J'ai ramené des jeunes de Molenbeek. Quand j'étais à Molenbeek, c'était pas facile. Vous pouvez aller sur Google, parce qu'il y a de Google, il y a des choses positives et négatives. Vous allez sur Google, vous mettez Chalgomi, Bruxelles, gare de Midi. Vous allez voir des photos, plein de camions de l'armée. C'est pas un film, mais c'est une réalité. J'étais obligé d'être protégé par l'armée pour aller à Molenbeek. C'était 2015. Allez sur Google, vous allez voir. Et quand je ramenais des jeunes, je parlais avec eux. Je dis, venez. J'ai ramené des jeunes de Molenbeek, je les ai ramenés au Bataclan. Ils ont se recueillis devant le Bataclan, ils commencent à parler. Il y en a un, il m'a témoigné qu'il connaît Abaoud. Il a déjà vu Abaoud dans le quartier. Et ces jeunes aussi, je les ai ramenés au mémorial de la Shoah. Il y en a parmi eux, ils m'ont dit, c'est la première fois on serre la main d'un rabbin. C'est là le travail de mémoire. C'est venu à force des années, de témoigner, d'écouter, de savoir qu'il y a un vrai fossé, il y a un vrai problème chez cette jeunesse. Je parle beaucoup de l'antisémitisme chez les jeunes musulmans. Abaoud, Abdelhakim, pardonnez-moi, Kouachi, Mira, Medine Mouche, l'assassinat de Bruxelles, tous ce sont des jeunes, ils sont nés en France. Ils sont nés en France.
Et quand je regarde tout ça, il y a un retour. Pourquoi je retourne vers Samuel Paty? Pour moi, l'assassinat de Samuel Paty, on a tout dépassé, toutes les limites. Qu'on arrive à assassiner des profs, ça veut dire qu'il n'y a plus de limites, ça y est. Et ça, c'est la réalité, je le dis sincèrement. J'étais sur le lieu, et quand j'étais en train d'imaginer comment ils l'ont décapité à Paris, un prof, et qui derrière ça? L'islamisme, qui il était derrière? Cet homme, il s'appelle Abdelhakim Sefrioui, collectif Cheikh Yassine, 2009-2010, à Drancy. Son histoire, 70 000 personnes, ils sont pas. Hommes, femmes, enfants. Et le pire, au lieu de respecter cette ville, avec autant de sacrifices qui arrivaient, autant de drames, Abdelhakim Sefrioui, pendant 10 mois et 10 mois, il se manifeste devant la mosquée de Drancy, en brûlant des drapeaux israéliens, en jetant des kippas par terre, en tenant des slogans de haine. Paix à son âme, Samuel Paty, Abdelhakim Sefrioui, il a fait 2 vidéos. À la fin, c'est terminé, malheureusement, décapité. Plein journée à Paris. 20e siècle. Lui, ce goro, ce monstre, avec tous ces groupes. Pourquoi collectif Cheikh Yassine? Collectif Cheikh Yassine, Cheikh Yassine, c'est un des terroristes de Hamas. Un des noms des années. Pendant des mois et des mois, il se manifeste en diabolisant la communauté juive, en diabolisant l'islam de France. Pour moi, c'était 2010. C'est là on a basculé de l'autre côté. Chaque personne qui essaie d'avancer vers l'islam de lumière, d'avancer les débats, chaque personne, elle essaie. C'était ma faute, 2009, de recevoir le CRIF, le Conseil représentatif des Juifs de France. C'était ma faute de ramener le grand rabbin. C'était ma faute de ramener toutes les communautés à la mosquée de Drancy. C'était ma faute aussi de dire non, le voile intégral, il n'existait pas en France. Il n'existe pas dans l'islam. C'est une pratique rigoriste qui n'a rien à voir avec l'islamisme. Vous savez, il y a 3 indices. Si on veut une bonne société, pour moi, il y a 3. La femme, les minorités et la liberté. Si vous voyez ces 3-là, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Abdelhakim Sefrioui, pendant des mois et des mois. À ce moment, j'étais dans ma mosquée, dans mon bureau, je regarde les slogans de Hamas, les slogans de fils de l'Algérie, où il y a eu les massacres pendant des décennies, 200 000 morts devant la mosquée de Drancy, des drapeaux verts, des drapeaux de Hezbollah, autant, des tracts tous les jours, 60 000 tracts par jour, décratés, Drancy, Bobigny, tous les jours. Quand je parle de ça, pourquoi je parle de ça? Il y a le procès bientôt. Je parle de ça parce que il y a un moment quand on est en train de parler, on dirait dans un désert. Il y a un moment, je parle à mes fidèles, dans quel bled nous sommes? Qu'on peut laisser la propagande d'un homme dangereux, Abdelhakim Sefrioui. Mais malheureusement, 10 ans après, on s'est réveillé avec l'assassinat de Samuel Paty. Paix à son âme. Kada al-muallimu an yakuna rasula. Le prof, il a failli être un prophète. Ça, c'est l'enseignement de l'islam de lumière. C'est un homme qui transmet le message. On l'a décapité. Pour moi, avec Abdelhakim Sefrioui, avec collectif Cheikh Yassine, l'antisémitisme, l'islamisme gorgane cette jeunesse, oui, tous les jours, ils font leur cinéma, leur drame, devant la mosquée de Drancy, à la fin, la soirée, vous savez, sur leur site internet, sur les réseaux sociaux, ils touchent cette jeunesse naïve, cette jeunesse manque de connaissance de la religion, de tout. On s'appelle les enfants d'Abraham, les Mad. Pourquoi? Parce que nous sommes cousins. Ben Israël, allez sur le Coran, vous trouvez 128 fois le prophète Moïse, Daoud, David, tous ces prophètes se sont nommés, mais cette jeunesse, ils vont pas dire le Coran. C'est pas vrai. Leur Coran, c'est Google. L'imam Google est le plus puissant. J'étais à Washington il y a quelques années, à l'invitation de mon ami, le président de l'Oder, Congrès juif mondial. Et ils étaient en face de moi, un des directeurs responsables de Facebook, Twitter. Et ils m'ont demandé, monsieur l'imam, j'ai dit non, c'est vous êtes les plus forts que moi. Vous êtes l'imam Google, l'imam Facebook. C'est la propagande qu'on a laissé autant de milliers de jeunes, ils sont partis en Syrie, en Irak. Vous savez qu'il y a 2300 sites internet francophones, ils propagandent l'islam politique, l'islamisme. Il n'y a pas de fumée sans feu.
Il y a des moments, peut-être certaines raisons politiques ou renseignements, je ne comprends pas, moi. À mon niveau, je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut laisser sites? Comment on peut laisser 46 000 tweets par jour? Jusqu'à quand? Jusqu'à eu de massacres, des chrétiens d'Orient assassinés, violés, des Yazidis, jusqu'à on a détruit le berceau de l'humanité, la Syrie, l'Irak. Et après, on demande l'immigration. Et on est en train de pleurer, de dire il y a l'insécurité, il y a des milliers de vagues. L'année 90, 91, j'étais étudiant à Damas. Je pleure le peuple syrien. En face de mon université, Jama al-Mustafa, il y avait une église. Il y avait les Bahaïs juste pas trop loin. Il y avait les Druzes. Il y avait tout le monde qui vit ensemble. Oui, on peut critiquer la politique, mais on ne peut pas détruire toute une civilisation. Ça, malheureusement, les conséquences. Quand je le dis, vous êtes vous les mêmes Google. Quand vous trouvez des propagandes, elles existent jusqu'à aujourd'hui. On ne sait même pas comment fermer ça. Et comment. Et voilà. Alors, parler d'Hubert Germain, ben oui, vous savez que c'est le dernier compagnon de la Libération. Vous savez que le 11 novembre, le président de la République l'a accompagné, là où il sera désormais, et jusque dans l'éternité, je l'espère, au milieu de tous les autres. Quand vous sortirez de ce temple, Pierre Brossolette, ne manquez pas d'aller voir ce qui figure en face de la porte. C'est ça, mais en beaucoup plus grand. C'est ce qu'Hubert a écrit de Pierre Brossolette. C'est juste en face, sur le mur. Alors, comment parler d'Hubert? Je vais commencer par la fin. Une petite chose que je vous invite à vous procurer, ça vous permettra de connaître toute la vie d'Hubert, tout ce qu'il a eu à en dire, c'est ceci. C'est pas très cher, ça coûte 17 €, il n'y en a plus. Mais j'ai cru comprendre que la maison d'édition était en train de le rééditer. Précipitez-vous dessus. Tout est dedans et ça ne fait que 90 pages. Je commence par la fin. Ça s'appelle « L'envoi ». Et voilà ce qu'il nous écrivait, et ce qu'il nous écrit encore. L'automne arrive. Les feuilles vont commencer à tomber. Elles ne seront pas mortes pour autant, mais toujours là, pour enrichir le sol de nos forêts. Peu à peu, les compagnons disparaissent. Mais la marque viscérale de leur sacrifice devra demeurer pour toujours dans la mémoire de la France. Rien ne meurt, tout est vivant. Quant à moi, les brouillards de l'automne commencent à envahir les vallées de mon corps. Désormais, le silence, le souffle de l'esprit, le bruissement de Dieu. Voilà sur quel mot s'achève ce petit livre de notre Hubert. Quelques pages plus tôt, il évoque son entrée en maçonnerie. Oh, ça ne tient pas beaucoup de lignes, ni même de pages, une demi-page, même pas. En 1975, j'avais quitté la politique et ça ne m'intéressait plus. Je cherchais un moyen de me réaliser sans m'avouer que, dans le fond, je voulais également participer à la réalisation des autres. Je souhaitais également rencontrer des hommes de caractères différents, prêts à se réunir, tiens, plutôt qu'à se diviser dans une recherche philosophique. À méditer, non? Je suis alors entré en maçonnerie à la Grande Loge de France, sous la condition que l'on respecte mon Dieu et ma patrie. J'y ai trouvé ce que j'avais cherché. De nombreux politiques de l'époque demandaient à être reçus et cherchaient à s'appuyer sur la maçonnerie pour favoriser leur carrière. Alors après, c'est du Hubert dans le texte, c'est du grand Hubert dans le jus. À l'opposé de ces combines, j'étais entré en maçonnerie à la fin de ma carrière politique. Ça a le mérite d'être clair. Je pourrais vous en citer plein d'autres passages, mais comme on m'a demandé de faire court, je fais court. Que s'est-il passé le jour où j'ai appelé Hubert Germain pour lui demander s'il accepterait d'être grand maître honoris causa? Pourquoi? Et Maurice l'a rappelé tout à l'heure, ici même, et c'est là que j'ai commencé pour ma part, à venir à cet merveilleux moment, il y avait Gilbert Sulsinger, qui était lui-même un honoris causa et qui était passé malheureusement à l'Orient éternel. Alors, quand je suis sorti du temple où j'avais été élu grand maître, dans la foulée, on m'a demandé d'être honoris causa. J'avais répondu à mon interlocuteur, « Excuse-moi mon frère, mais je viens juste d'être élu, la peinture n'est pas sèche, il faut que je réfléchisse. »
J'ai pas eu à réfléchir longtemps pour penser Hubert Germain, je l'ai appelé dans les 3 jours qui suivaient l'élection. Et Hubert, toujours avec l'humour que vous commencez à lui connaître, me répond « Tu trouves pas que c'est un peu tard ?» C'est vrai qu'il n'avait pas tort. Alors je lui ai répondu, du tac au tac, enfin j'ai espéré que ça marcherait. Enfin Hubert, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Laisse-moi réfléchir. 3 jours après, il a accepté, et c'est au Conseil fédéral qu'il a accepté de recevoir ses décors et le titre, non pas qu'il l'honorait lui, mais qu'il nous honorait nous. C'est d'ailleurs là-dessus que je terminerai ce moment avec lui, en lui disant, on a retrouvé les mots, « C'est pas nous qui t'honorons, Hubert, c'est toi qui honore l'ordre, la maçonnerie en général, par ton parcours, par ton exemple, et par le message que tu nous as encore transmis il y a quelques secondes. Merci d'avoir accepté d'être grand maître honoris causa après tant d'années. Merci beaucoup. Et ce merci, nous le lui devons toujours. Je ne vous raconterai pas l'épreuve de l'eau, ça prendrait trop de temps, parce que l'épreuve de l'eau dans le désert, telle qu'il nous l'a raconté ce jour-là, je peux vous dire que nous étions sous la table, avec lui, pétri de trouille et mort de trouille. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était lors du débarquement de Normandie. Et souvent, je l'appelais pour prendre de ses nouvelles. On se voyait de temps en temps. On était devenus des amis. Il nous rappellera d'ailleurs ce jour-là encore au Conseil fédéral que son parrain, il a été cité aussi tout à l'heure, Sam Kenbezer. Son parrain était donc derrière le miroir le jour de son initiation. Et quand il l'a vu derrière, il paraîtrait que Sam lui aurait dit « Vous avez vu, mon lieutenant, je suis toujours là quand il faut. » C'est vrai, ils avaient débarqué ensemble en Méditerranée. Voilà de quoi était fait notre Hubert Germain,